Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de macroéconomie. La situation est suffisamment complexe pour qu'on prenne un petit peu de temps pour comprendre la façon dont cette macroéconomie, cette dynamique macroéconomique évolue. Premier point important, les niveaux de taux d'intérêt qui sont bas vont rester très bas encore très longtemps. Ça c'est un élément clé de l'environnement macroéconomique, de l'environnement du système bancaire, de l'environnement des asset managers. Les taux d'intérêt vont rester bas encore très longtemps. Ça, c'est le premier point. Alors, la Banque Centrale Européenne nous a clairement indiqué qu'elle n'était pas pressée de changer de stratégie monétaire. Elle a très clairement évoqué, par le biais de Mario Draghi, son président, que les risques sur la croissance étaient suffisamment forts pour qu'elle ne prenne pas le risque de créer un choc qui pénalise l'activité. Ça, c'est le premier point. Comme en plus, l'inflation ne menace pas, eh bien, la Banque Centrale Européenne va maintenir des taux d'intérêt très bas encore très longtemps. Probablement que sur toute l'année 2019, les taux qu'on connaît aujourd'hui, le taux de refinancement, le taux de facilité de dépôt, resteront au niveau actuel. Probablement même en 2020. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point à souligner, c'est l'attitude de la Banque fédérale américaine. La Banque centrale américaine avait commencé à remonter ses taux en décembre 2015 et lors de sa réunion du mois de janvier, elle a clairement indiqué qu'elle voulait s'arrêter. Elle ne souhaitait pas aller plus loin en matière de relèvement des taux d'intérêt. Elle a même indiqué qu'elle arrêterait très bientôt la réduction de la taille de son bilan. En d'autres termes, le message de la Banque centrale américaine est très simple. L'environnement macroéconomique en dehors des États-Unis est suffisamment complexe pour que la Fed ait toutes les capacités de réagir au cas où cela serait nécessaire. En d'autres termes, elle ne veut pas s'engager à relever ses taux, elle ne veut pas s'engager à réduire son bilan de façon déterministe, elle veut pouvoir avoir toutes les marges de manœuvre pour réagir au cas où. Dans cet environnement, les taux d'intérêt, quelle que soit leur maturité, vont rester très bas. Le taux de 0,5% qu'on a sur l'OAT à 10 ans va rester dans ces zones-là tout au long de l'année 2019, et parce que la dynamique macroéconomique est elle-même plutôt fragile. Le scénario macroéconomique que tout le monde a en tête aujourd'hui est celui d'un choc qui arriverait sur l'économie globale, et ce choc serait suffisamment important pour tirer la croissance vers le bas, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. La difficulté à laquelle on est confronté est que dans tous les pays développés, la productivité, les gains de productivité sont très faibles. En d'autres termes, ces gains de productivité, c'est la capacité que l'économie a de réagir. C'est cette dynamique propre au système productif qui lui permet de se caler sur une trajectoire de croissance élevée et de rebondir très vite en cas de choc négatif. Quand les gains de productivité sont très élevés, eh bien l'économie a une capacité spontanément à rebondir qui est forte. Quand les gains de productivité sont très faibles, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien cette capacité à rebondir est beaucoup plus limitée. Et donc c'est ce schéma-là auquel on est confronté. Un choc négatif avec des faibles gains de productivité. On est tiré vers le bas et la capacité de rebondir est plutôt limitée. Alors, qu'est-ce qui explique ce choc négatif? Eh bien, on peut déjà l'illustrer. À l'été dernier, à l'été 2018, personne n'imaginait un ralentissement aussi brutal de l'activité. Chacun s'attendait à ce que l'économie n'accélère pas, mais personne n'imaginait qu'en fin d'année 2018 et début 2019, on s'inquiète franchement pour l'activité économique et sur l'allure à laquelle la situation ralentissait. La raison principale, c'est que le commerce mondial a ralenti très vite. Et notamment en Asie, on a vu les exportations, les importations chinoises et d'une manière plus générale de l'ensemble de l'Asie ralentir très violemment depuis le mois de septembre. Et c'est ce phénomène qui est pénalisant pour l'ensemble de l'économie globale. Parce que quand vous avez une économie qui ralentit, eh bien, elle tire tout le monde vers le bas. Alors, la raison principale de cette inflexion du commerce extérieur en Asie,
ce sont les mesures qui ont été prises par Donald Trump qui pénalisent, qui modifient assez sensiblement l'équilibre qui existait. Et l'impact, la contagion qu'il y a sur le reste du monde vient du fait que quand vous avez un produit qui est fabriqué dans les pays A, B et C, s'il y a un souci entre les pays A et B, dans la production de ce produit, dans les échanges, eh bien le produit C qui utilise ce produit dans son processus de production est lui-même pénalisé. C'est ce qui arrive à l'Europe, c'est ce qui arrive à l'Allemagne, et c'est pour ça qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui se passe dans cet environnement. En d'autres termes, l'activité subit un choc, elle a du mal à réagir, et c'est aussi pour cela, et c'est principalement pour cela, que les banques centrales vont maintenir des taux d'intérêt très bas pour limiter les contraintes pesant sur l'économie globale. Par zone géographique, on observe que l'économie américaine a plutôt bien performé en 2018 sous l'impulsion de la politique budgétaire très volontariste de l'État américain, baisse d'impôts très importante et hausse des dépenses de l'État. Tout ça s'est traduit par une croissance de 2,9% sur l'ensemble de l'année 2018. Pour 2019, eh bien, cette impulsion budgétaire sera moins forte. Le marché immobilier sera plus pénalisant parce qu'on voit déjà qu'il ralentit assez sensiblement. Et donc la croissance va être plus faible aux États-Unis. Et donc l'impulsion de l'économie américaine sur le reste du monde sera plus limitée. Du côté des Chinois, on est dans une phase de décélération de la croissance économique depuis quelques années maintenant. L'objectif est de favoriser le marché intérieur, de favoriser la communication, la consommation, et de faire de telle sorte que l'économie passe d'une économie industrielle à une économie de services. Et donc, on aura une croissance qui sera plus limitée dans les années qui viennent parce que les services génèrent moins de croissance que l'industrie. Mais c'est un processus normal. Tous les pays connaissent cette dynamique de l'industrie vers les services. Et donc, on doit s'attendre à un horizon de 3, 4, 5 ans à une croissance chinoise inférieure à 5%. Donc une impulsion de l'économie chinoise qui, sur le reste du monde, sera plus limitée. Pour la zone euro, on a eu une croissance très forte en 2017, mais on a vu, quand on regarde les chiffres à la fin de l'année 2017, que eh bien, cette économie ne peut pas aller au-delà de ce qu'on observait à l'époque. Alors c'est un peu moins de 3% de croissance, mais à moins de 3%, eh bien, l'économie ne pouvait plus aller plus vite, elle était hors d'haleine. Et donc on a observé à partir de 2018 eh bien, une inflexion de l'activité, une convergence progressive vers la croissance potentielle. Et comme on a eu des chocs sur l'économie globale, sur le commerce mondial, eh bien, la convergence vers la croissance potentielle de l'ordre de 1,5 eh bien, était beaucoup plus rapide qu'on ne l'imaginait. Et probablement que sur l'année 2019, la croissance sera un petit peu plus faible que ça. En d'autres termes, l'économie de la zone euro a bénéficié en 2017 d'un environnement global très favorable. Cet environnement global ne l'est plus autant en 2018 et ne le sera pas plus en 2019, mais il n'y a pas de capacité pour la zone euro de mettre en place une politique économique suffisamment robuste à l'intérieur de la zone euro pour compenser ce manque d'impulsion, d'où le ralentissement de l'économie. La France subit un petit peu la même situation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2017, la croissance était de l'ordre de 2,8% et tous les indicateurs de tension étaient bien tendus. Et depuis, eh bien, on ralentit. On a eu un choc fiscal au début de l'année 2018 avec l'ajustement des charges et de la CSG. Et puis, depuis, eh bien, l'économie française a du mal à aller un petit peu plus vite que cela. Et donc, une croissance qui a ralenti nettement en 2018. On est passé de 2,3% en 2017 à 1,5% quand on regarde les chiffres moyens. Et on sera entre 1,1 et 1,3% en 2019. Donc, un ralentissement qui va continuer de se mettre en place. Juste un point sur le contexte social français. Il y a deux choses. J'évoquais tout à l'heure des gains de productivité qui étaient très faibles. Et donc, ça veut dire que la capacité de l'économie française à redistribuer des revenus
est plus limité que par le passé. Quand ces gains de productivité sont faibles, on redistribue moins que quand ils sont très élevés. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a assisté à une fragilisation de la classe moyenne. C'est-à-dire que quand on regarde le marché du travail, les gens très qualifiés ont trouvé un emploi et à des salaires très élevés. Les gens peu qualifiés ou pas qualifiés du tout ont trouvé un emploi, même si ces emplois sont très précaires. Et puis, la classe moyenne, sur les emplois intermédiaires, des gens peu ou mal qualifiés, eh bien, pour eux, l'emploi a diminué. Et donc, la dynamique des salaires a été plus faible pour ces jobs intermédiaires. Et comme les gains de productivité ont été plus réduits, eh bien, quand on a redistribué les salaires, la classe moyenne a été pénalisée. Et c'est ce qu'on a observé ces derniers temps, mais pas simplement en France. On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu en Italie. La classe moyenne s'interroge sur son avenir parce qu'elle s'aperçoit que si par le passé, elle avait eu des revenus très élevés, une dynamique des revenus très élevés, aujourd'hui, ça n'est plus le cas et elle s'interroge. Elle s'interroge et elle a l'obligation parfois d'accroître ses crédits à la consommation pour compenser des revenus qui sont plus faibles que par le passé. Donc il y a une vraie interrogation qui est posée sur la dynamique sociale des pays développés, d'autant que comme la productivité est réduite, eh bien, la croissance sera plus lente dans la durée qu'elle ne l'était par le passé. Donc il va falloir réfléchir aux institutions sociales, notamment, qui devront s'adapter à une croissance plus lente. L'inflation n'est pas franchement un problème. On voit bien dans tous les pays que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire les tensions de prix à l'intérieur du pays, sur les biens, sur les services, eh bien, ces tensions de prix sont relativement réduites. On le voit sur la zone euro, sur la France, où cet indicateur a du mal à dépasser les 1%. Ça, c'est le premier point. Alors, 1%, bien en dessous des objectifs de la Banque Centrale Européenne, qui sont à 2%. Premier point. Deuxième point, la volatilité de l'inflation depuis plusieurs années maintenant a été principalement liée à l'évolution du prix du pétrole. Et on voit que le prix du pétrole, depuis le début de l'année, est aux alentours de 60-65 $, c'est-à-dire un peu en dessous de ce qu'il était en 2018. Ça veut dire que la contribution de l'énergie, et donc du pétrole, au taux d'inflation, du prix de l'énergie, du prix du pétrole au taux d'inflation, va être beaucoup plus limitée qu'en 2018 et que probablement sur une bonne partie de l'année, cette contribution sera négative. Ce qui fait qu'on retranchera au taux d'inflation sous-jacent que j'évoquais, eh bien, cette contribution négative de l'énergie. Et donc, de ce fait-là, les taux d'inflation seront relativement réduits à peu près partout. Et donc, la question de la politique monétaire se pose là de façon très simple. S'il y a un risque sur l'activité, s'il y a peu d'inflation, eh bien, les banques centrales n'ont aucune raison d'être très actives. Les banques centrales vont observer qu'il n'y a pas d'inflation ou pas suffisamment d'inflation pour intervenir et elles constateront également que l'activité ralentit. Et donc leur objectif n'est surtout pas de contraindre l'activité économique via des taux d'intérêt plus élevés. Hein, le risque aujourd'hui, c'est en remontant les taux d'intérêt, eh bien, une banque centrale prendrait le risque de créer un choc sur l'activité via l'immobilier, par exemple, et que ce choc pénalise la croissance, alors que l'environnement est plutôt incertain et ne porte pas une croissance plus élevée. C'est cette problématique-là qui est posée aujourd'hui, et c'est pour cela que les banques centrales vont tout faire pour limiter au maximum les contraintes financières, monétaires, qui pèseront sur l'activité économique. Voilà globalement les éléments que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui sur cet environnement macroéconomique. On subit aujourd'hui un choc macroéconomique important. On a des capacités à réagir qui sont relativement limitées parce que les gains de productivité sont plus réduits que par le passé. Et donc, il faut qu'on se cale sur une trajectoire de croissance un peu moins ambitieuse que celle qu'on avait par le passé, mais ça se traduira dès maintenant par des taux d'intérêt très faibles pour essayer de maintenir la dynamique de croissance, même si celle-ci est insuffisante. C'est ça l'objectif, et de ne surtout pas contraindre l'activité. Alors, deux remarques encore. On pourrait utiliser
la politique budgétaire pour essayer de doper un peu la croissance et de compenser ce choc que j'évoquais. Mais ça n'est à la mode nulle part. Les États-Unis ont utilisé cette arme en 2018 et les Européens n'ont clairement pas envie d'y recourir. L'autre point que je voulais signaler est qu'il y a deux types de chocs à venir. Un premier choc avec le Brexit qui doit avoir lieu le 29 mars normalement, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. Et le deuxième choc, c'est cette tension continuelle et continue entre les États-Unis et la Chine. Ces tensions sont très fortes sur le plan commercial. L'objectif n'est pas de savoir qui va prendre, comment les choses vont se passer sur le plan commercial. L'objectif très clair des Chinois et des Américains est de prendre le leadership sur le plan technologique, sur le plan des innovations. Et donc, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un accord commercial banal. On va avoir probablement des choses sur le soja, ou d'autres produits de ce type-là, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les Chinois ont aujourd'hui un avantage comparatif sur la technologie du téléphone, sur la 5G par exemple, et les Américains n'acceptent pas ça, puisque eux, depuis des décennies, sont les leaders en matière de technologie. Donc on est dans un bras de fer qui va durer encore un petit moment et qui va créer forcément de la volatilité sur l'économie globale. Je vous remercie, passez une bonne journée.